Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Ça fait des années en fait qu'il y a des scandales comme ça. Il y a eu le scandale de Nike, il y a eu par exemple Rana Plaza, ce bâtiment au Bangladesh qui s'est écroulé. Il y avait Carrefour français, Camaïeu, Benetton, Lee Cooper, H&M. Quand vous allez à McDo, c'est la même chose. Quand vous allez acheter un produit chaîne, c'est la même chose. Quand vous allez prendre un Uber, c'est la même chose. Tu travailles pour pouvoir consommer. Et les gens ont grandi, ont été façonnés avec ça. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça et on en a du travail. Le média est en pleine riposte. L'extrême droite, aidée par des médias financés par les milliardaires, cherche à imposer sa vision en muselant la diversité des voix et en bafouant le pluralisme. Nous avons besoin de vous pour ouvrir la TNT aux médias indépendants. Cette bataille pour la démocratie nous concerne toutes et tous, alors signez et faites signer la pétition sur tnt-d-1d.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, Shein s'est installé au BHV Marais à Paris. L'ultra fast fashion s'étend en plein cœur de la capitale. C'est parti. La multinationale Shein s'est installée au BHV Marais à Paris. L'ouverture, ce mercredi 5 novembre, a fait du bruit. Plusieurs centaines de personnes faisaient la queue déjà plusieurs heures avant que cela ouvre. Mais il y avait aussi des contestataires, écologistes, anticapitalistes et militants pour la protection des enfants et contre les violences sexuelles. En effet, au-delà de la marque d'ultra fast fashion, c'est la vente de poupées pédopornographiques sur le site qui a provoqué la colère ces derniers jours. Le jour de l'ouverture, mercredi dernier, le gouvernement a annoncé suspendre Shein le temps nécessaire pour que la plateforme, je cite, démontre au pouvoir public que l'ensemble de ses contenus soit enfin en conformité avec nos lois et règlements. Mais ce n'est pas le modèle Shein économique lui-même qui est remis en question ici. Thomas, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur le modèle économique de quoi Shein est le symbole ? Pour moi, Shein, c'est ce qu'il y a de pire dans la mondialisation. En fait, Shein a repris les règles que nous avons créées en Occident et s'en sert contre nous. C'est-à-dire que ça fait longtemps que le consommateur a été préparé, que des règles, la mondialisation existe, que les marques occidentales en ont profité. Elles ont délocalisé massivement. Il y a eu un certain nombre de scandales. Il n'y a pas une grande marque de vêtements du monde occidental où il n'y a pas eu un scandale. Il y a eu, dans les années 90, par exemple, il y a eu le scandale de Nike, où on a vu qu'il y avait des ateliers de misère qui fabriquaient les ballons et les chaussures Nike, où il y avait des enfants. À l'époque, le patron de Nike, il avait balayé ça d'un revers de main en disant « Écoutez, on n'est pas responsable de la baisse des droits humains pour maximiser le profit. C'est l'économie qui fonctionne comme ça. » Et puis, il a dû revenir un petit peu sur ce qu'il avait dit. Il y a eu, par exemple, le Rana Plaza, ce bâtiment au Bangladesh qui s'est écroulé, qui a fait plus de 1100 morts. Et c'était des marques occidentales qui étaient des commanditaires et donc impliquées indirectement dans l'effondrement de cet immeuble. Et il y avait Carrefour français, il y avait Camaïeu, Benetton, Lee Cooper, H&M. Donc ça fait des années en fait qu'il y a des scandales comme ça. Et là, vous avez un producteur de vêtements chinois qui va encore plus loin dans la baisse des normes sociales, dans la baisse des normes environnementales, qui joue avec les plateformes et qui nous prend finalement à notre propre jeu. Pourquoi, tu l'as un peu dit, mais pourquoi l'arrivée de Shein choque plus que tous nos Zara ou Primark qui sont installés à peu près partout ? Est-ce que c'est une étape supplémentaire ? On passe de la fast fashion à l'ultra fast fashion. Ouais. En fait, on est un peu l'arroseur arrosé. Et le problème, c'est qu'en fait, le consommateur a tellement été préparé que ça fonctionne en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent acheter ça. Vous avez vu, c'est quand même une part assez... Il y a 23 millions de gens qui sont inscrits sur Shein. Il y a beaucoup moins d'acheteurs, mais 23 millions quand même. C'est le début, c'est le début et ça va progresser. Et là, ils arrivent même à s'installer au centre de Paris, finalement, dans un magasin qui a été dit prestigieux, qui va pas très bien financièrement d'ailleurs, mais qui s'appelle le BHV. Mais voilà, tout ça a été quand même le fruit d'années où on a laissé faire. Un exemple, alors comme je vous l'ai dit, là je vous ai cité, il y a eu 2/3 d'emplois qui ont été supprimés dans l'industrie textile parce qu'on a fait appel à des donneurs d'ordre, à des filiales qui étaient à l'étranger, principalement en Asie. On a laissé faire. Ensuite, vous avez eu Amazon qui a débarqué. Et Amazon, quand il a débarqué, il a tué aussi le commerce de centre-ville. On a laissé faire.
c'est développer les addictions au digital, notamment à des plateformes comme Instagram, Twitter, TikTok, etc. On a laissé faire. Eux ont récupéré tout ça en allant encore plus loin. C'est-à-dire que voilà, on a une stratégie digitale très agressive pour que le consommateur achète, qui s'inspire très clairement du casino. C'est-à-dire il ne reste plus que 2 pièces ou il y a des soldes tout le temps. Donc on a une stratégie comme ça digitale très forte et en même temps on a des coûts qui sont extrêmement faibles. Donc Chine, pour résumer rapidement, se nourrit pour moi de 2 mots du capitalisme très importants, la précarité, qui fait qu'on n'a pas les moyens d'acheter autre chose, la précarité, mais aussi la fabrique des désirs du capitalisme. Et là, il te présente constamment des nouvelles choses, qui fait que ça te fabrique un désir. Et Chine joue avec ces 2 choses-là et répond finalement à ces deux fondements du capitalisme. Aujourd'hui, il y a 22% des colis gérés par la Poste qui proviennent de Chine ou de Temu. C'est un peu la même chose, mais pour les objets du quotidien, etc. C'est ça, là, comme tu disais, ça marche parce qu'il y a vraiment une stratégie qui a été mise en place d'addiction. Oui, je pense qu'il y a... Et de toujours moins cher. Certains disent que Chine est subventionnée. Moi, j'espère qu'il est subventionné, honnêtement, parce que pour avoir des vêtements à ce prix-là, c'est que derrière, les normes sociales et environnementales doivent être dramatiques. Donc, en mon fort intérieur, je préfère qu'il soit subventionné pour essayer de prendre des parts de marché à l'étranger, plutôt que ce soit le coût réel en sortie d'usine, parce que ça veut dire que derrière, il y a une exploitation, encore une fois massive, qui existait déjà mais qui n'était pas aussi forte, mais qui existait déjà chez nos producteurs de textiles traditionnels. Rappelons-le, on l'avait souvent dit ici, que l'Éthiopie, à un moment, a voulu être le nouvel Eldorado du textile. Et pour devenir le nouvel Eldorado du textile, il a fixé le salaire des couturières, qui étaient majoritairement des femmes, à 23 € par mois. Et vous avez des marques comme Calvin... 23 € par mois, Vous vous rendez compte, avec des cadences de travail énormes. Et vous avez des marques comme Calvin Klein, H&M, qui se sont tout de suite dirigés en Éthiopie pour fabriquer, en trouvant que c'était super. Donc eux, ils vont encore beaucoup plus loin que ça. Donc il y a un certain nombre de gens, je me souviens moi du livre très bon de Naomi Klein qui s'appelait No Logo, qui avait manifesté contre la mondialisation en disant que la mondialisation était mauvaise parce qu'elle s'appuyait sur des travailleurs et sur la misère des gens. Alors que le discours qui a été mis en avant à l'époque dans des livres comme La mondialisation euro, c'est de dire non, on aide les gens, les pays à se développer en les employant de cette façon-là. Mais les choses sont passées, scandale après scandale, comme ça. Et aujourd'hui, là, une fois que tout est prêt, Chine arrive avec quelque chose de dramatique, quoi. Beaucoup blâment les consommateurs, ceux qui commandent avancent que de toute façon c'est moins cher et que de toute façon c'est partout pareil. Toutes les marques de vêtements utilisent des enfants, toutes les marques de vêtements ont des normes environnementales horribles. Thomas, d'un côté, il y a le pouvoir du consommateur qui peut être énorme s'il est multiplié, mis ensemble, etc. On l'a bien vu, les boycotts, ça fonctionne. Mais de l'autre, on peut aussi remettre en cause toujours cette culpabilisation du consommateur quand c'est aux entreprises ou aux institutions d'agir. Thomas, comment tu te situes sur ce débat-là? Est-ce que le consommateur doit prendre ses responsabilités? Non, je pense qu'il faut... Enfin, ceux qui disent ça, ce sont pour moi les libéraux, parce qu'ils partent du principe qu'on peut tout déréglementer, parce que c'est ce qui se passe. C'est les premiers à dire qu'il faut moins de réglementation. Donc on peut tout déréglementer. C'est les premiers à dire que le commerce mondial, la mondialisation, c'est génial. Et après, une fois qu'on vous met face à cette offre de produits... avec une certaine asymétrie d'information, même si personne n'est dupe aujourd'hui sur ce qu'il mange. Tout le monde sait qu'il mange une grosse partie de la merde et tout le monde sait que ce qu'il achète a été produit dans des conditions sociales probablement désastreuses. Tout le monde le sait. Mais vous voyez, on vous met des produits comme ça et après on vous dit de vous ajuster. Et en fait, c'est une manière de dire, voilà, tu prends ta responsabilité. Margaret Thatcher disait, il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. Mais non, en fait, il y a une société qui façonne le point de vue des individus. Il y a un fonctionnement de l'économie qui façonne le point de vue des individus. La société aujourd'hui, c'est la société de consommation, avec ses publicités, son marketing à outrance, ses déréglementations. Donc tout ça fait que les gens, ils se trouvent face à des produits de mauvaise qualité partout. On peut le voir dans l'alimentaire, on peut le voir dans le digital, partout. Et que voilà, c'est très difficile dans ces conditions de s'ajuster. L'ajustement du consommateur n'est que minime. Elle dépend déjà des moyens qu'il a. La première des choses. Et puis après, globalement, même quand ils ont des moyens, parce qu'on voit des gens qui vont acheter chez Shein qui ont quand même des moyens, on a tellement habitué, comme je l'ai dit, le consommateur, finalement, à ce qu'il mange. Il sait qu'il ne mange pas des choses très bonnes, il sait qu'il n'achète pas des choses produites dans des bonnes qualités. Et tout ça est encore validé par les pouvoirs publics et légal. C'est très difficile, dans tous ces contextes-là, de lui dire, écoute, à toi de faire le tri. On peut aussi lier la recherche du toujours moins cher au problème de pouvoir d'achat et le fait que le plaisir dans
dans le budget des Français, prend de moins en moins de place. Est-ce que la société de consommation a créé un lien entre la consommation et le plaisir? Mais complètement. En fait, c'est pour ça que je dis les esprits. En fait, c'est pour ça que depuis le début, je dis les esprits ont été façonnés. Ils ont été façonnés au pire, parce que la plupart des temps, quand on va dans un supermarché, qu'on va acheter, je sais pas moi, une plaque de chocolat à son enfant, entre tous les scandales qu'il y a eu, du cadmium plus récemment, au fait que ce soit sucré, au fait que la part du cacao est baissée dans le chocolat, tous les scandales, on sait qu'on va offrir un plaisir, mais on sait qu'on va pas offrir quelque chose de bon. Quand vous allez à McDo, c'est la même chose. Quand vous allez acheter un produit chaîne, c'est la même chose. Quand vous allez prendre un Uber, c'est la même chose. Quand vous commencez à commander un Deliveroo, c'est la même chose. Vous savez que tout ça est adossé à quelque chose de mauvais. Et en fait, les gens se sont habitués à ça. Ça, c'est la première des choses. Mais après, la promesse de la société de consommation, c'est de dire quoi? C'est de dire que la consommation est un plaisir. Tu travailles pour pouvoir consommer. Et les gens ont grandi, ont été façonnés avec ça. Moi, j'ai vécu vraiment des transformations, parce que j'ai 48 ans. J'ai vu arriver la première fast fashion européenne, l'ouverture d'H&M, qui avait quelque chose d'assez impressionnant, parce qu'on pouvait acheter des jeans 2 fois moins chers que les jeans qu'on achetait traditionnellement chez Levi's et qu'on achetait beaucoup moins. Et ça a permis aux plus précaires de, eux aussi, avoir accès à la mode, entre guillemets. Tout à fait. D'avoir accès à la mode. Mais après, les premières marques de fast fashion, et là, ça a été vraiment trop loin avec Shein, ont commencé à dire qu'il ne faut plus 1 saison, 2 saisons de mode, mais qu'il faut plusieurs saisons dans les saisons. Puis après, il fallait plusieurs périodes de soldes, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que Shein, il te met 7000 nouveaux modèles par jour sur sa plateforme, 7000 avec une production de 100, 150 de chaque modèle. On est grosso modo à quasiment une production d'1 million de vêtements par jour. C'est quand même assez impressionnant, à des prix défiant toute concurrence. Donc là, on a été façonné par ça, quoi, petit à petit. On l'a vu augmenter, et donc ça arrive. Et le consommateur, là-dedans, qu'est-ce qu'il peut faire? Des ajustements très faibles. Soit l'État intervient, c'est ça en fait, soit l'État intervient, interdit, et là c'est réglé. Soit le consommateur est face à ça et il doit faire ses ajustements. Mais c'est très difficile, parce que parfois, même des gens très consciencieux vont réussir, pas que sur Shein, mais sur d'autres choses, à se retenir 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais la 4e fois, ils vont céder parce qu'ils vont trouver un truc qui est joli à un prix peu cher. Et par ailleurs, disons-le aussi, même les biens qui étaient soi-disant beaucoup plus chers, mais qui devaient être de meilleure qualité, ont aujourd'hui aussi joué le jeu de la délocalisation. Même des marques de très grand luxe, vous payez. Alors là, on se fait vraiment avoir. On peut vraiment payer parfois des jeans à des prix à 400, 500 euros, et ils ont été fabriqués au Bangladesh. Donc les gens se disent que voilà, partout c'est comme ça. Donc c'est très difficile, même l'aspect de dire n'achète pas chez Shein, mais achète un bien de qualité qui va te durer plus longtemps dans une marque, on va dire, vous avez très peu de marques qui jouent ce jeu-là. Il y en a quelques-unes quand même, hein. Mais vous avez très peu de marques qui jouent ce jeu-là. Même les marques dites un peu de qualité au-dessus délocalisent et fabriquent dans des conditions sociales et environnementales mauvaises. On a aussi façonné la société et les individus à accumuler au-delà de consommer moins cher. Tout à fait. Si vous voulez, la théorie de la mondialisation à la base, c'est qu'on est dans une économie de flux. Il faut toujours qu'il y ait des flux constants, etc. On est dans une économie aussi d'accumulation, comme tu le dis. Ce qui fait un avantage, c'est d'acheter plusieurs biens plutôt que d'acheter un seul bien qu'on garderait longtemps. Donc, c'est des choses qui ont façonné les esprits et qui font qu'aujourd'hui, en fait, vraiment, Shein s'est dit, allons-y jusqu'au bout, quoi, de cette logique. Je veux dire, c'est la rose à rose. Allons vraiment jusqu'au bout. Et elle y va aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a la levée de bouclier en disant, non, c'est pas bien, mais on l'a pratiqué, on a préparé ça depuis une 30aine d'années. Donc, c'est ça qui est bien avec les libéraux, c'est qu'ils prônent des choses, ça amène à des conséquences, et après, ils t'expliquent que c'est de la faute. Alors, quand c'est l'hôpital qui va mal, c'est de la faute des gens qui sont malades de manière imaginaire ou qui vont trop aux urgences. Quand c'est les médicaments, c'est des gens qui voudraient utiliser trop de médicaments. Et là, c'est des gens qui sont arrivés là et qui n'arrivent pas à se contrôler, et qui veulent tout le temps acheter, on ne comprend pas pourquoi. Même si la critique de Shein, elle est légitime, de toute façon, c'est ce qu'on est en train de faire depuis le début de cette émission, est-ce qu'il n'y a pas parfois un risque, surtout de la part des libéraux, de tomber dans le mépris de classe? Par exemple, nous, les riches, on a le droit de faire ce qu'on veut. Par contre, les pauvres, s'il vous plaît, je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut expliquer. C'est ce qu'on fait ici, on explique. Ce qui amène à ce que Shein rencontre un succès aujourd'hui. Le mépris de classe, c'est quand on fait la morale aux gens, en leur expliquant qu'ils sont bêtes parce qu'ils achètent ça. Il y a un acheteur qui a été interrogé quand il allait acheter ses vêtements chez Shein au BHV. Ils lui ont dit, qu'est-ce que vous pensez des militants qui sont dehors? Et il a dit, les militants qui ont un iPhone et des chaussures Nike, et ils sont comme nous. Voilà. Et c'est vrai que
on est tous plus ou moins, à cause du capitalisme, on ne l'a pas voulu, on est tous plus ou moins impliqués dans des choses qui sont assez dégueulasses dans les achats qu'on fait. Mais c'est la vérité, on vit dans cette société-là. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, cette société s'est imposée à nous. Alors, on peut toujours essayer de vivre complètement à côté de la société. Moi, il y a des gens qui le font, hein, et qui l'ont théorisé, qui l'ont écrit dans des bouquins. Je les félicite. Il n'y a pas de problème, je les félicite. Mais la réalité, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas le faire. Ils vivent dans une société avec des consommations qui impliquent des rapports de force très négatifs envers une certaine partie prenante qui est notamment souvent, qui est de plus en plus dedans aussi, mais qui est aussi à l'extérieur. Donc le mépris de classe, c'est de passer par la morale. Il faut expliquer ce qui a amené à ce processus-là. Et ensuite, il faut faire la pression sur les politiques pour qu'ils prennent des mesures. Parce que Chine aussi a très bien compris, mais pas que Chine, hein, Uber, Amazon, a très bien compris qu'ils pouvaient s'installer facilement dans les pays européens, notamment parce qu'il n'y avait pas de réponse juridique, il y avait des failles juridiques, on va dire. Il n'y avait pas de réponse politique où elles mettaient un certain temps, ce qui leur laissait le temps de s'installer tranquillement, et qu'en plus, ils pouvaient facilement payer des gens qui avaient été des politiques, comme M. Castaner, pour les aider à s'installer. Donc, voilà, la boucle est bouclée. Donc, on voit très bien que derrière toutes ces failles-là, ils arrivent à s'installer. Et en fait, le consommateur, il est pour moi victime de ça. Il n'est pas responsable, il est victime de ça. Chine a ouvert sa boutique au BHV, donc BHV aussi est dans cette stratégie, le 5 novembre, le 5 du mois, c'est pas pour rien, c'est le jour de tout, il y a le salaire juste avant, mais c'est le jour des allocations. Est-ce que c'est pas le paroxysme de la stratégie classiste de Chine et du BHV là? Si, bien sûr, on valait mieux qu'ils s'installent en début de mois qu'en fin de mois, parce que les fins de mois sont difficiles pour beaucoup de gens. Parce que le 5, c'est le jour des allocs. Quoi. Ouais, tout le monde connaît cette date. Enfin, tout le monde a touché des allocs. Alors après, même si on voit que la sociologie en fait, des acheteurs de Chine change. Au début, c'était des jeunes. Maintenant, on a plus des gens qui sont entre 25 et 40 ans. Y a pas que... Alors, c'est quand même plutôt des classes populaires, il faut le dire. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Ben oui, c'est bien de le rappeler. Voilà, mais c'est surtout quand même des classes populaires parce que y a eu quand même un certain nombre... par exemple sur les jouets vendus sur Chine ou les vêtements, un certain nombre de choses qui montrent que ces vêtements avaient un certain nombre de polluants qui pouvaient être mauvais pour les enfants. Et ça, très sincèrement, les riches le savent et donc ils n'iront jamais acheter ces vêtements-là même s'ils sont peu chers. Alors que les classes populaires, on vit déjà dans un environnement dégradé, le lien avec ce type de polluants n'est pas le même qu'avec les personnes les plus riches, et les problématiques de fin de mois sont beaucoup plus présentes que ces problématiques-là. Donc, ils savent très bien aussi qu'il y a une certaine classe d'acheteurs qui polluant, pas polluant, matière qui soit en fait, qu'on l'habitude, matière chimique ou pas matière chimique. Mais s'il y a aussi le fait que, je vais être un peu vulgaire, mais il y a le fait que les consommateurs de classe populaire et moyenne ont l'habitude de manger, vivre dans la merde, en fait, depuis toujours. Et c'est les seuls trucs qu'on leur propose depuis. Oui, c'est ça, mais bien sûr. Et bien sûr, mais c'est un peu ce qu'on s'est dit au début. Quand tu habites à côté d'un périph' ou d'une usine, que depuis tout petit, tu manges des trucs congelés parce qu'il n'y a que ça qui est abordable, Exactement, mais c'est ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que c'est ce qu'on s'est dit au début, le capitalisme a habitué les gens à un certain nombre de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces choses-là n'ont plus d'importance. Dans les années 90, quand on a découvert pour Nike, il y a eu des manifestations de dingue, Nike a été obligé de reculer, il était numéro 1 mondial, il est obligé de dire, même si après il est passé par une autre porte, mais ça a été quand même... Là, il y a eu des poupées à l'effigie d'enfants qui ont été vendues sur un site, des armes, des produits qui respectent pas un certain nombre de normes mais qui arrivent quand même en Europe, ça c'est quand même particulier, et ça passe. Et donc moi je pense qu'il y a un aspect effectivement, comme on l'a dit, de matraquage sur les réseaux, c'est-à-dire qu'ils ont pris cette faille-là qui est très peu réglementée, tout ce qui est les sites, les plateformes, Internet, c'est le Far West encore pire que dans l'économie réelle. Ils ont pris cette entrée-là pour matraquer les gens, et ça marche aussi parce qu'il y a un certain nombre de gens, comme tu l'as dit, de classe populaire, qui vivent dans des environnements dégradés, même des environnements dégradés visuels, et que là, Chine, à travers leur interface et les images qu'ils présentent, leur permet d'avoir du beau à bas prix. Il ne faut pas oublier que le beau, c'est quand même quelque chose d'important quand on est une classe populaire. Vous savez, tu sais, Lisa, on a souvent eu ce débat-là, c'est quand tu vis dans des quartiers populaires, les architectures sont agressives, etc., tu as besoin de penser que tu vas t'en évader un jour.
tu vois, et Puis tu t'en évades par le en plus, voyage, par l'avion, etc. Et donc, c'est ce qu'on avait dit quand des gens prennent de plein fouet en leur disant, écoutez, là, c'est fini, tu vas devoir rester là ou bouger que très peu, etc. Ils sont conscients de la question écologique, mais c'est très difficile pour eux d'avoir un horizon qui ne soit pas plus lointain que l'endroit où ils sont. Alors que quand on vit dans un quartier qui est beau, si tu vis dans le Marais, les bâtiments sont beaux, etc., cet horizon de beauté est devant toi. Et tu as moins besoin de le percevoir à travers un voyage. Puis rappelons quelque chose, moi j'aime bien faire ce parallèle, mais on adore culpabiliser les classes populaires et moyennes, mais on sait que l'impact écologique, aujourd'hui le changement climatique, le dérèglement climatique, est de fait de la responsabilité des ultra-riches qui sont beaucoup plus représentés dans le pourcentage de pollution que les classes populaires. En gros, c'est les ultra-riches qui polluent et c'est les classes pop et moyennes qui se prennent le changement climatique, donc c'est important de rappeler. Et c'est pour ça aussi que là, tu le disais dans l'accueil, il y avait des gens qui étaient en mode moi, on me fait pas la leçon. À un moment donné, les plus riches, ils prennent des yachts, des avions, des machins. À un moment donné, j'ai le droit de consommer un t-shirt, mais en même temps, c'est aussi entendable de dire que Shein, c'est le paroxysme de l'ultra fast fashion, et donc c'est ok de demander le boycott. Il faut le combattre. Débat est complexe, Mais il faut jamais rappeler la responsabilité des plus riches dans le changement climatique. Chine est à combattre, on est d'accord. Il faut absolument prendre des mesures. Moi, je l'interdirais. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je l'interdirais ou je ferai en sorte qu'ils deviennent beaucoup moins avantageux. Ce qu'a fait, soit dit en passant, Trump sur les colis Chine, où il a mis des droits de douane et ce qui a fait baisser drastiquement les ventes de Chine aux États-Unis. Mais après, en Europe, on est 27, il faut prendre des décisions et ils savent que là, il y a un temps où ils s'engouffrent. Les gens achètent, ils profitent et puis après, ils se réajustent un petit peu, comme l'a fait Uber, avec l'aide de politiques, d'intellectuels qui ont promu ça. Et les pauvres, c'est pas eux qui ont dit qu'il fallait de la mondialisation. Ils ont été victimes de la mondialisation. Voilà, il y a eu des gens qui ont posé ces projets, qui ont favorisé à un moment les intérêts de nos grandes entreprises, qui ont joué la délocalisation, qui ont fait perdre de l'emploi dans le textile et qui aujourd'hui se prennent un effet boomerang et disent attention, Chine va tuer les centres-villes. Mais ils sont déjà morts, les centres-villes. On a posé la question à des militants écolos justement qui étaient présents sur place, on va regarder. Par exemple, dans Paris, c'est vrai qu'il y a quand même des alternatives aujourd'hui. Vous avez tout le modèle de la seconde main qui permet d'acheter des produits parfois de meilleure qualité à des prix beaucoup plus bas. Donc nous, on promeut beaucoup plus le modèle de la seconde main et on aimerait que le modèle de la seconde main se développe sur l'ensemble du territoire français et que tout le monde puisse avoir accès à des ressourceries, à des Emmaüs qui permettent d'avoir des produits de meilleure qualité et à bas prix. Qu'est-ce que tu en penses là sur la position des écolos qu'on a rencontrés qui disent voilà, soit la seconde main, soit il faut faire comprendre aux gens que vos produits ils vont se casser dans 10 jours et que autant acheter des trucs qui durent un peu plus longtemps. Je trouve ça bien. Sans rentrer dans la moralisation, je trouve ça bien de montrer aux gens. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que le stock de vêtements, il est déjà là en réalité. Le stock de vêtements, il est déjà là. Vous avez des boutiques qui font du déstockage d'anciens diesels qui n'ont pas été vendus. Ils vous vendent des diesels pour des prix vraiment très peu chers, des marques. Il y en a plein partout, ça. Vous en trouvez plein partout. Et ils les vendent vraiment à des prix très peu chers. Et c'est une production qui existe déjà, qui a 10 ans, qui a été recyclée. Donc, aujourd'hui, il faudrait plutôt diminuer la production de vêtements. Parce que, on peut même l'arrêter. Oui, on peut même l'arrêter, voilà. Tout à fait, on peut l'arrêter ou la diminuer très fortement. Mais le stock est déjà là et il peut circuler ce stock-là. Donc, il faut vraiment aller sur la deuxième main, ce que font quand même beaucoup les Français déjà, parce que Vinted est le premier site quand même, le cinquième site visité, c'est Shein. Mais bon, il a une marge de progression. Vinted est le numéro 1, je crois qu'Amazon est 2 ou 3 quand même. Puis les plus pauvres connaissent Emmaüs depuis longtemps, bien avant que ce soit à la mode. Exactement. Mais c'est un changement, c'est vrai qu'il y a un changement d'état d'esprit à avoir. Aujourd'hui, on le sait très bien, je crois même que les enfants des classes les plus riches, c'est eux qui vont probablement le plus dans les fripes. Comme tu dis, Emmaüs est devenu tendance. Vous allez dans des quartiers comme le Marais, à 20 000 € le mètre carré, vous avez des fripes quasiment partout. Bon, pas trop avec des prix de fripes, mais voilà, avec des prix qui augmentent de plus en plus. Mais les fripes sont là, vous trouvez des très belles choses, plutôt uniques, pas fait en chaîne. Mais il faut avoir le temps de se déplacer, il faut changer les habitudes et c'est bien, moi, je pense, de faire de l'éducation là-dessus, oui, tout à fait. Mais l'argent, la cupidité quand même des gens, pas des consommateurs, des influenceuses, fait que contre un chèque, certains feront toujours sur les réseaux sociaux. C'est le cas des influenceuses. Il y avait une loi contre l'ultra fast fashion qui avait été votée, qui devait dire que c'était considéré comme de la publicité. Visiblement, là, quand je vois le nombre d'influenceuses ou d'influenceurs sur TikTok qui ont fait la publicité de Shein, on se rend compte qu'il y a un problème là-dessus. Est-ce que Shein ajoute un coup de massue à l'industrie textile française où elle était déjà morte? Même récemment, on a encore vu des enseignes comme Pimki ou Camaïeu qui sont quand même de la fast fashion confirmées. Et qu'est-ce que doit faire l'État français là-dedans? Vous savez, il y avait des usines de textile dans toute la France avant.
avant la mondialisation. Mais vraiment dans le Nord, à Lyon, il y en avait partout et chacun avait sa spécialité. Elles ont toutes quasiment fermé. 2/3 de l'emploi a été laminé par les propres marques des pays. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit c'est trop cher d'aller produire là, on va faire appel à des donneurs d'ordre, comme je l'ai dit, donc pas vraiment des filiales, parce qu'ils ne montaient pas des usines là-bas. Ils faisaient appel à des gens qui produisaient pour eux, donc ils se dédouanaient de toute responsabilité en disant mais là il y a un enfant, mais c'est pas de ma faute. Moi je ne savais pas qu'il y avait un enfant. Là ça s'est écroulé, mais c'est pas de ma faute. J'ai commandé une production complètement dingue, mais je ne savais pas que les gens allaient bosser autant. Tu vois, et ça s'est effondré. Donc il s'est passé ça. Et l'industrie textile est aujourd'hui quasiment morte ou à l'arrêt, quoi. Et je vais même dire au niveau européen, depuis l'inflation, ceux qui produisaient par exemple au Portugal, qui était quand même un pays dont le textile était la spécialité, ils ont quitté le Portugal pour aller maintenant plutôt même encore en Asie. Donc on voit bien que cette recherche de baisse des coûts des grandes entreprises pour faire des marges et ensuite payer les actionnaires, elle est toujours là. Et les vêtements, alors bien sûr, vous avez des vêtements qui sont très peu chers dans des enseignes comme Kiabi, comme Tex, mais après, sur d'autres marques, ils ont surtout vachement investi dans le marketing, dans la pub, plutôt que de baisser les prix. Quand vous regardez les prix de Nike, de Levi's, etc., c'est quasiment les mêmes prix. Les marques intermédiaires, les prix n'ont pas beaucoup bougé. Par contre, les profits ont fortement augmenté. Et l'État français, du coup, qu'est-ce qu'il peut faire là-dedans ? Là, moi, je pense qu'il faut mettre le haut là. Depuis longtemps, on le dit, mais il faut que l'État français réglemente. Alors, il a parfois quelques victoires. On l'a vu, TikTok, quand en dessous de 15 ans, on ne peut pas l'utiliser. L'accès aux sites pornographiques réservé aux moins. Il y a eu quand même Et là, il faut, sur ces plateformes, qu'il y ait de plus en plus de réglementation. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a la France, il y a l'Europe. On n'arrive pas à prendre une décision sans avoir l'avis de l'Europe. Et donc, ça prend un temps fou. Et c'est ce temps fou qu'utilisent ces plateformes-là. Donc moi, je pense qu'il faut taper du poing. Il faut vraiment taper du poing très fortement et comprendre que voilà, on ne peut plus aujourd'hui avoir une utilisation digitale qui rende les gens addictifs. Et plus on attend, plus c'est dur de fermer la porte derrière parce que les gens tombent dedans et on perd une génération entière qui va vouloir acheter en cliquant. Donc il faut absolument prendre ce problème à bras-le-corps. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique, et face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Sterrin qui veut installer l'extrême droite au pouvoir, le média est en pleine riposte, une contre-offensive vitale et citoyenne. Nous avons besoin de vous pour ouvrir la TNT aux médias indépendants. Cette bataille pour la démocratie nous concerne toutes et tous, alors signez et faites signer la pétition sur tnt-d-1d.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.